Bienvenue, merci de vous informer sur RTI 1. À la une de l'actualité, ce 1er octobre, l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de l'institution a donné des directives quant au déroulement de cette nouvelle session. Elle va être axée sur l'examen du budget de l'État et sur plusieurs projets de loi, dont 22 déjà reçus, l'état civil, la santé, la fiscalité ou encore l'environnement. La rencontre du président du RHDP avec les coordonnateurs régionaux hier lundi, Alassane Ouattara a ouvert la réflexion sur l'avenir du parti, son fonctionnement et les principales missions des coordonnateurs. L'opération de révision de la liste électorale a aussi été évoquée. En économie, la troisième revue du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire a démarré en mode virtuel le 23 septembre dernier et se poursuit en présentiel jusqu'au 9 octobre à Abidjan. Le gouvernement a présenté à la délégation du FMI le cadre macroéconomique ivoirien avec un taux de croissance de 6,1%. Et puis ce 1er octobre marque la journée mondiale du cacao et du chocolat. Les journées nationales du cacao et du chocolat refermées hier ont permis de mettre en valeur le cacao ivoirien. De la cabosse à une diversité de produits dérivés, chocolat, jus, noisettes ou encore produits capillaires. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en ce premier jour du mois d'octobre sur RTI 1. Le 19e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie va se tenir les 4 et 5 octobre prochains dans la capitale française. Le président Alassane Ouattara va y prendre part. Il a quitté Abidjan aujourd'hui pour Paris. C'est un sommet qui va permettre d'explorer de nouvelles formes de coopération et d'aborder les défis mondiaux actuels, notamment climatiques, sécuritaires, géopolitiques, technologiques et économiques. Le chef de l'État ivoirien va participer à des sessions thématiques sur les défis du citoyen francophone à l'ère du numérique et du multilatéralisme. Ce 1er octobre a aussi été marqué par l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Lors de son intervention à cette cérémonie solennelle, le président de l'institution, Adama Bictogo, a donné des orientations. Cette nouvelle session sera axée sur l'examen du budget de l'État à hauteur de 15 339,2 milliards de francs CFA et sur l'examen de plusieurs projets de loi portant sur les domaines de la santé, de l'environnement, de la fiscalité ou encore de l'état civil. Carmel Dia, Moussa Konaté, Richard Vao et Ulrich Adangon. C'est le retour à l'hémicycle pour les députés ivoiriens après 3 mois de vacances parlementaires. À cette cérémonie solennelle d'ouverture, en présence de plusieurs hautes personnalités politiques ivoiriennes et des diplomates de pays amis, le président de l'Assemblée nationale a livré les enjeux de cette deuxième session. Elle verra l'examen du budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2025, qui est estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Adama Bictogo a par ailleurs invité les députés à examiner les 22 projets de loi de cette session avec minutie. En tant que parlementaires, il nous incombe de nous assurer que les questions relatives à la cherté de la vie, à la recherche de financements novateurs, à la performance fiscale, et surtout à l'organisation des prochaines échéances électorales qui sont au cœur des préoccupations de nos populations soient analysées et discutées en toute objectivité au cours de nos travaux. Aussi, devrons-nous œuvrer à travers l'examen du budget au renforcement de la paix, de la solidarité et de la fraternité dans notre pays. Plus loin, le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé sur d'autres sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. La présente session ordinaire s'ouvre dans un environnement national et international particulier. Au plan national, la question de l'orientation sexuelle ou de l'homosexualité communément appelée le phénomène Woubi a quelque peu marqué l'actualité. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour informer nos concitoyens que l'Assemblée nationale n'a jamais été saisie d'un projet de loi visant à légaliser cette pratique dans notre pays. Au plan international, on assiste à l'apparition en RDC et dans d'autres États, la maladie Mpox ou variole du singe. La Côte d'Ivoire a su apporter la riposte
Et je voudrais assurer la République sœur du Congo que la Côte d'Ivoire sera à ses côtés pour que dans la mutualisation de nos forces, nous puissions apporter la riposte à cette maladie mpox qui vient à nouveau endeuiller notre Afrique. Invité d'honneur de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a livré un discours qui a traduit la qualité des relations qui lient les deux pays. D'Abidjan à Kinshasa, la fibre africaine est forte. Au-delà de la langue française que nous avons en partage, nos cultures nous unissent. L'unité et la solidarité africaine que nous appelons de tous nos vœux, c'est aussi notre capacité en tant que leader à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons par tous les moyens mettre fin à la guerre dans mon pays, la République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, au Mali, au Burkina Faso, pour que l'Afrique puisse se doter d'un plan concerté de développement intégral de ce beau continent, la nouvelle destination du monde. C'est pour moi l'occasion de saluer à cet égard les efforts de leurs excellences, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en faveur de la paix et de l'unité africaine. C'est ici pour moi l'occasion de souligner l'importance de renforcer nos liens économiques au niveau bilatéral, mais aussi de stimuler les mécanismes multilatéraux propices à une coopération et des échanges plus accrus à l'échelle de tous les continents. Ouverte ce mardi 1er octobre 2024, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale prendra fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre, conformément à la Constitution. À la fin de la cérémonie officielle, plusieurs députés présents ont donné leurs avis sur cette nouvelle session qui s'ouvre, leurs attentes et priorités également. Je vous propose de les écouter. C'est vrai, le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il y a 22 lois en cours qu'on va traiter, mais la priorité des priorités, c'est la loi de finances, donc qui sera débattue, je pense, rapidement, le mois d'octobre, décembre, novembre, afin que ça puisse être voté le plus tôt possible. C'est une rentrée de retrouvailles et la particularité était que nous recevons le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, un pays frère. Ce que nous attendrons des ministres, c'est des programmes. Nous allons bien les regarder, leur pertinence. Là où il ne faut pas mettre de l'argent, en tant que représentant du peuple, nous allons le dire. Nous sommes prêts pour pouvoir donc également travailler toujours pour la population, mais surtout veiller à ce que l'exécutif, tout ce que l'exécutif prend comme engagement, soit bien exaucé, soit bien donc assuré. Le président de l'Assemblée nationale a fait un très bon discours et ce qui est marquant, c'est l'appel à la solidarité des représentants du peuple en Afrique pour les défis communs qui sont les problèmes liés à la sécheresse, à la guerre, à la pauvreté et tout ce qui mine et qui plombe le développement de l'Afrique. Nous avons été très émus par l'intervention du président Vital Kamerhe. Il a attiré l'attention de toute l'Afrique sur la guerre qui se déroule dans l'est de la RDC, qui est une guerre qui nous interpelle, qui interpelle notre conscience d'Africains. Et il a en même temps mis le doigt sur la nécessité pour l'Afrique d'être un peu plus conséquente en ne donnant pas le sentiment ou bien l'image de quelqu'un qui est assis au milieu de la nourriture et qui meurt de faim. Du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP a rencontré hier lundi tous les coordonnateurs du parti et leurs adjoints. Alassane Ouattara a ouvert la réflexion sur l'avenir du parti, son fonctionnement et les principales missions des coordinateurs dans leurs différentes régions. Également au menu, l'opération de révision de la liste électorale et l'opération e-militant. Aboulaye Koné. Réunis dans l'un des pavillons du Sofitel Hôtel Ivoire, tous les coordonnateurs régionaux du RHDP ont répondu présents à l'appel du chef, du président Alassane Ouattara. Quelques recommandations ont ainsi été faites pour la bonne marche du parti. Le président du directoire a rappelé
que les coordonnateurs régionaux nommés par le président du parti sont au nombre de 47. Leur désignation intervient pour soutenir et coordonner les activités du parti au sein des 350 départements politiques et des 924 zones créées sur toute l'étendue du territoire national. Concernant les opérations en cours sur le terrain, le président du directoire a indiqué que 1 140 021 militants ont été enrôlés dans la base de données e-militants du RHDP. Par ailleurs, le parti se prépare activement au démarrage de l'opération de révision de la liste électorale fixée au 19 octobre par le gouvernement. Le RHDP s'est fixé un objectif de 1 200 000 potentiels primo-votants à inscrire sur la liste électorale. Le président du RHDP a enfin demandé aux coordonnateurs régionaux de développer la solidarité et de se tenir au plus près des préoccupations des militants. En considération de tous les travaux d'Hercule abattus au sommet de l'État, le président Alassane Ouattara a reçu une motion de soutien de tous les cadres de son parti. Exprimons notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, pour la marque de confiance exceptionnelle manifestée à notre égard à travers notre nomination en tant que coordonnateurs régionaux. Encourageons son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à poursuivre avec la même ardeur et la même passion la vision de progrès et de prospérité qu'il incarne au service du bien-être de tous les Ivoiriens. Exprimons notre détermination à tout mettre en œuvre pour que le RHDP, sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, soit le vainqueur incontesté de la prochaine élection présidentielle de 2025. Le président du parti a terminé cette rencontre d'orientation en réaffirmant aux coordonnateurs régionaux sa pleine confiance et le soutien du parti. Nous allons nous revoir très bientôt pour les prochaines étapes. Et je voudrais à nouveau vous féliciter, chacune et chacun de vous, et vous dire toute ma fierté que nous ayons pu construire ce grand parti. Un grand parti pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre beau pays et pour le développement et le progrès pour nos concitoyens. La direction du parti entend accroître l'impact de son projet politique dans toutes les régions du pays. Les 47 coordonnateurs nommés devront œuvrer sans relâche à la réussite des opérations édictées par le parti. Objectif, préparer le terrain pour une victoire lors de l'élection présidentielle de 2025. Toujours dans l'actualité politique, une conférence de presse des cadres du FPI réunis autour de l'ancien secrétaire général Isiaka Sangaré. Ils ont exprimé leur désaccord quant à la décision du président de mettre fin au partenariat FPI-RHDP. La création d'un courant politique au sein du parti a été annoncée. Éric Gory. Isiaka Sangaré à la barre, l'ancien secrétaire général du FPI entouré de certains cadres du Front populaire ivoirien se désolidarise de la décision de Pascal Affi-N'Guessan de mettre fin au partenariat avec le RHDP. Camarade de longue date de Affi-N'Guessan, Isiaka Sangaré s'est vu relevé de ses fonctions pour avoir donné un avis contraire sur cette question du partenariat entre le FPI et le RHDP. Un courant sera créé au sein du FPI, selon les conférenciers. Nous sommes dans une profonde divergence de vues par rapport à la vision, par rapport à la stratégie, par rapport à la gouvernance. J'ai développé ces différents aspects tout à l'heure, et fort de cela, il était prévisible que nous en arrivions à ce qui s'est passé la dernière fois. Nous avons, nous, la conception de ce que le jeu politique au niveau du Front populaire ivoirien doit être toujours ancré dans des valeurs et des principes. Dès lors qu'on s'en éloigne, dès lors qu'il y a une sorte de caporalisation de l'information,
dès lors qu'il y a une rétention, dès lors que des décisions sont prises de façon unilatérale, sans que les instances soient informées, il y a des raisons fortement justifiées et qui peuvent donc créer cette rupture-là. Mais nous restons toujours dans la finalité, apporter au Front populaire ivoirien des éléments de renouveau, et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de créer un courant comme les statuts et règlements intérieurs du parti nous permettent. Le Front populaire ivoirien dirigé par Rafi N'Guessan est secoué ces dernières semaines après son refus de continuer le partenariat avec le RHDP. Pour certains cadres de ce parti politique, cette décision est unilatérale. En économie, la 3e revue du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire. Le pays a présenté à la délégation du FMI le cadre macroéconomique avec un taux de croissance qui s'élève à 6,1% en 2024. Léon Brou. Au menu de cette 3e revue des programmes économiques de la Côte d'Ivoire, 2 outils d'aide du FMI, la facilité de résilience et de développement durable, les mécanismes élargis de crédit d'un montant global de 4 milliards 800 millions de dollars américains. Le premier pour aider à relever les défis du changement climatique, le second pour faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et préserver la stabilité macroéconomique. Ici, le FMI satisfait de la croissance économique attendue de 6,8% sur la période 2025-2029. Ce qui permettra à la Côte d'Ivoire une nouvelle augmentation significative des revenus par habitant et des niveaux de vie. En résumé, la Côte d'Ivoire est en train de devenir un point d'ancrage de stabilité macroéconomique pour l'ensemble de la région de l'UEMOA. Se satisfait du FMI au regard du durcissement du financement, des tensions géopolitiques et des risques sécuritaires sous-régionaux. Un contexte international en dépit duquel la Côte d'Ivoire poursuit son dynamisme économique avec une croissance de 6,1% en 2024. L'inflation continue de baisser avec un niveau de 3,8% à fin juillet 2024 en lien avec une bonne progression de la production vivrière ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Le déficit budgétaire ressortira à 4% en 2024, soit une baisse de 1,2 points par rapport à celui de 2023 et se consoliderait à 3% dès 2025. Également prévu par la présente mission des consultations au titre de l'article 4 du statut du FMI. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cacao et du chocolat. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a célébré les 28, 29 et 30 septembre les journées nationales du cacao et du chocolat. Les acteurs de la chaîne de valeur ont pu faire montre de leur savoir-faire en partant de la simple cabosse à une diversité de produits présentés, chocolat, jus, noisettes ou encore produits capillaires. Voyons tout cela avec Khalid Diomandé. Le cacao made in Côte d'Ivoire se dévoile sous ses plus belles facettes à la 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Au parc des expositions d'Abidjan, les visiteurs sont venus en grand nombre pour admirer le savoir-faire des producteurs et transformateurs, des noisettes et des fondus au chocolat rose, noir et au lait, mis en premier plan pour faire saliver les amoureux du cacao. Et bien évidemment qu'ils ne peuvent résister à de tels délices. Le goût est top et je me rends compte que la Côte d'Ivoire évolue en matière de la transformation du cacao. C'est une qualité exceptionnelle qu'on voit ici, c'est une qualité mondiale que tout le monde peut utiliser et puis qui peut rivaliser même les producteurs ailleurs qu'ici. Le chocolat rose est obtenu à partir du travail des fèves non matures qui sont transformées afin d'obtenir cette couleur rose que vous voyez là. À ce rendez-vous, Viviane Kwame, maître chocolatier, utilise son génie créatif pour valoriser davantage le cacao ivoirien. Elle conçoit des objets à partir du chocolat. Presque tous les visiteurs sont sous le charme. Utiliser le chocolat pour en faire des chaussures,
J'aurais cette chaussure que je ne la porterai jamais parce que c'est une œuvre d'art. Les chocolatiers ivoiriens ont de l'imagination, ils ont de la créativité à revendre. Ils sont très talentueux. On a des machines, donc la tempéreuse qui permet de cristalliser le chocolat. À partir de là, on le met dans des moules spécifiques pour pouvoir sortir des objets saisonniers, donc sacs, chaussures, tout ça. Mais derrière tout ça, c'est beaucoup d'années de formation, beaucoup de pratiques qui permettent en définitive de pouvoir faire toutes ces créations. Dans ce vaste univers, un petit produit tire son épingle du jeu. C'est ce yaourt à base de cacao et de lait, appelé yaourt grotto dans le jargon ivoirien. Le préféré des tout-petits, mais aussi des visiteurs étrangers. C'est la première fois que je mange cette glace, c'est vraiment très bon. On sent vraiment le bon goût du cacao. C'est très bon, c'est une bonne surprise. Je suis contente d'avoir goûté ça. Au-delà du comestible, les transformateurs ivoiriens se servent du cacao pour la fabrication des gels douches et des produits capillaires. De belles découvertes pour ces jeunes demoiselles venues en acheter. On a adoré et vraiment ces initiatives-là sont à encourager. On peut faire beaucoup de choses avec notre cacao, il vient de chez nous. Vraiment, il faut qu'on rentre au laboratoire et puis qu'on puisse sortir ce genre de produits-là. De la simple cabosse de cacao à une diversité de produits. Cette 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat démontre bien qu'au-delà de la production, la Côte d'Ivoire peut atteindre les plus grands sommets en matière de transformation. À ce jour, le pays a atteint un taux de transformation de 35% qui devrait connaître une hausse d'ici à 2030. Et voilà, des produits made in Côte d'Ivoire avec du chocolat made in Côte d'Ivoire. Le ministre des Eaux et Forêts est en visite de travail dans la région de Lagné-Bichiassa. Il a rencontré les différents acteurs du secteur forestier. Ils ont échangé sur la mise en œuvre de l'accord signé entre l'Union européenne et l'État ivoirien. Il prévoit la bonne gouvernance des ressources forestières et aussi la protection de la faune. Fred Oulahi et Franck Quadio. Visite de travail du ministre des Eaux et Forêts à Agboville, chef-lieu de la région de Lagné-Bichiassa. Objectif, effectuer une série de rencontres avec les acteurs du bois, notamment les petits opérateurs économiques et les industriels. Il s'agit pour Laurent Tchagba de rendre audibles les nouvelles exigences de la gouvernance forestière dont l'accord a été paraphé entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne récemment à Bruxelles. Nous avons eu à dire un grand merci au ministre pour avoir mis un document à notre disposition à travers lequel toute la réglementation forestière est inscrite. Ce outil que nous appelons le NTF, qui est une nouvelle technique d'exploitation forestière en Côte d'Ivoire. Il y a des informations que nous n'avons pas. Aujourd'hui, il est venu nous éclairer et en même temps encore nous mettre dans la légalité. Parce que nous n'étions pas dans la légalité. On faisait des choses en clando et ça nous portait trop de coûts. Et mieux vaut être dans la légalité et dépenser moins que d'être dans le faux et puis dépenser plus. Plus tôt dans la journée, le premier responsable de la faune et de la flore a échangé au cours d'une visite dans une unité de transformation du bois avec les acteurs. Il s'agit de les sensibiliser sur les dangers liés au sciage illégal. Nous avons fait des séminaires, c'est bien, mais nous pensons qu'il faut descendre sur le terrain pour parler aux industriels, pour parler aux agents de dépôt et tout ça. Et ceci doit favoriser la lutte contre le sciage à façon. Nous allons continuer dans d'autres régions pour pouvoir sensibiliser, faire en sorte que la stratégie de la valorisation des produits forestiers puisse prendre corps dans l'esprit des uns et des autres pour que notre secteur puisse améliorer sa gouvernance. Préserver et restaurer le couvert forestier ivoirien, volonté traduite par le gouvernement à travers la mise en œuvre des lois relatives à la protection des ressources en eau, mais aussi des ressources végétales et animales, comme l'illustre la forêt classée de Bamo à Adaou Village. On parle aussi dans ce journal de la lutte contre la désinformation et les fake news en Côte d'Ivoire. L'association Population Solidaire vient de mettre en marche un projet dénommé Cyber Citoyen Forum Tour. L'objectif, le déroulement et les enjeux de ce forum avec Naomi Mokla, Jean-Marc Djadji et Arnaud Kofi. Pour cette première édition du Cyber Citoyen Forum Tour, l'association Population Solidaire veut renforcer la cohésion en Côte d'Ivoire en luttant contre la désinformation et les fake news. Hassan Koulibaly Keïta, initiateur de l'événement, souligne l'importance de ces assises. Il est crucial que nous unissons
nos efforts pour lutter contre ces dangers. La collaboration entre les autorités, les médias, les organisations de la société civile et les citoyens est essentielle pour promouvoir une information vérifiée et fiable. Ce projet de lutte contre la désinformation en Côte d'Ivoire est financé par le Fonds canadien d'initiative locale avec l'appui du gouvernement ivoirien. Avec ce fonds, nous ciblons des projets portés par les populations et qui offrent de mettre en avant des pratiques et des idées nouvelles. Sachez que le Canada se tient et se tiendra toujours aux côtés de toutes les personnes et institutions qui travaillent à combattre ce fléau qu'est la désinformation. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, encourage l'utilisation responsable des réseaux sociaux afin d'éviter des sanctions. Le Code pénal, en son article 173, et la loi 2013-451 relative à la cybercriminalité visant à responsabiliser les acteurs de l'information et à lutter contre la diffusion de fausses informations. Ma mission à moi, en tant que ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, c'est de conscientiser les usagers de ce que la divulgation de fausses informations est passible de poursuites judiciaires et même d'emprisonnement. Le Cyber Citoyen Forum Tour sillonnera civils du pays, Gagnoa, Boaké, Abengrou, Korogo et Odiné. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024, les agents de la police criminelle ont été informés de la présence d'un corps sans vie au CHU de Cocody qui présentait des traces de violence physique. Des premières informations recueillies, il ressort qu'il s'agissait d'un membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, de l'université d'Abobo Adjamé, le nommé Agui Mas Aubin Deagoué, alias Général Sorcier, 49 ans, étudiant en Master 2, option anglais. Ce dernier serait le principal opposant du secrétaire général de la FESI, le nommé Kambou Sié. Au cours de l'enquête ouverte suite à ces faits, le nommé Sidibé Abdul Karim, se disant agent de renseignement et qui serait proche de Kamboussier, a été interpellé par la gendarmerie et mis à la disposition de la section recherche d'Abidjan. Interrogé par les agents enquêteurs, il affirme avoir été sollicité par Kamboussier pour initier une rencontre entre ce dernier et Agui Mars Aubin, tous deux en conflit perpétuel sur différents campus. Il ajoute qu'ayant rassuré Agui Mars Aubin, celui-ci l'a rejoint dans une cave assise à Angré Pétro-Ivoire où il a été enlevé par des individus à bord d'un taxi Yango pour une destination inconnue. Le procureur de la République tient à rassurer les populations, les parents d'élèves et d'étudiants, ainsi que les étudiants, que toute la lumière sera faite sur ces faits d'une particulière gravité et que les auteurs et complices de cet homicide seront recherchés, interpellés et déférés à son parquet. Fait à Abidjan le 1er octobre 2024, signé le procureur de la République. Et à ce propos, une déclaration du gouvernement dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 septembre 2024, l'étudiant Deagoué Ziggy Mars Aubin, alias Général Sorcier, membre de la section FESI de la cité universitaire d'Abobo 1, a été retrouvé mort après avoir été enlevé puis molesté par des individus identifiés par la suite comme étant membres de cette organisation syndicale estudiantine. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt, ainsi qu'à la grande famille de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le gouvernement condamne avec vigueur cet acte de barbarie d'un autre âge qui met à mal le climat de paix et de sérénité qui prévaut dans l'enseignement supérieur depuis plusieurs années. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte par la police nationale, le gouvernement décide, à titre conservatoire, d'interdire toutes les activités des associations syndicales estudiantines sur l'ensemble du territoire national.
Et la ville côtière de Sassandra, qui ne fait pas parler d'elle ce soir pour ses belles plages, mais pour une raison bien sinistre, une adolescente de 12 ans a été retrouvée morte dans un cours d'eau dans la sous-préfecture d'Akpadou. D'après les premières enquêtes, Conan Amoin Juliana, admise en classe de 6e, a été violée avant d'être assassinée. Le présumé auteur de ce double crime a été mis aux arrêts et déféré au parquet de Sassandra. Retour sur les faits avec notre correspondant dans le Bas-Sassandra, Sam Conan. Juliana, âgée de 12 ans, ne pourra pas réaliser son rêve. Elle qui voulait devenir sage-femme. Admise en classe de 6e, Juliana n'a même pas pu porter pour la première fois sa tenue qu'elle venait de retirer chez le couturier. Je suis tombé sur elle et j'ai lutté avec elle jusqu'à j'ai enlevé son slip. Je l'ai étranglée quand elle est tombée et je me suis mis à fuir. Après avoir commis l'acte, Gérard passe un dernier coup de fil à ses ex-bienfaiteurs. Arrivé devant, il m'appelle. Il dit, hier, la personne, on a parlé de lui là, Fall au bord. Il va au bord là-bas. La personne est là, il est assis là-bas, vous attend. On s'en va voir où. Il a tué la fille. On l'appelle, il ne décroche plus. Informés, les éléments du général Apalo Touré vont se mettre en branle. Le commandant de compagnie et le commandant de brigade instruisent leurs hommes qui vont mettre en moins de 48 heures le grappin sur le présumé auteur de ce crime crapuleux. C'est l'occasion de mettre en garde tout individu qui s'hasarderait à ôter la vie de son semblable. La gendarmerie sera toujours là pour extirper ce dernier de sa cachette et le mettre à la disposition de la justice pour qu'il réponde de ses actes. Le présumé assassin de l'élève Juliana a été déféré. Dernier point de ce journal, le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge pour 1 an le mandat des policiers étrangers déployés en Haïti. Cette mission multinationale dirigée par le Kenya vise à rétablir l'ordre dans ce pays en proie à une violence croissante dirigée par les gangs. Merci de nous avoir suivis. Demain à 20h, retrouvez Hamza Diaby sur RTI 1. Excellente fin de soirée et très bon mois d'octobre à tous.